Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale parce que déjà elle va parler de montres et on n'a pas forcément l'habitude sur cette chaîne de parler de montres, mais évidemment on va pas parler de montres pour aller boire des cocktails, on va parler de montres outils, de montres utiles dans le monde magnifique de l'exploration et en plus elle est spéciale parce que j'ai un invité avec moi en la personne de Joao de la chaîne Montrez-moi. Salut Joao. Salut Dylan, ça va? Bah écoute, magnifique, ça va et toi? Merci d'être là déjà. Bah écoute, ça me fait plaisir, hein. Déjà la dernière fois, tu es venu sur ma chaîne YouTube, donc Montre-et-moi pour ceux qui connaissent pas. Tout à Alors fait. on parle de montres sur Montre-et-moi, c'est un petit peu différent de ta chaîne YouTube, par contre on a trouvé un terrain d'entente, je dirais. Et voilà, comme tout simplement tu es venu sur ma chaîne YouTube, bah moi je viens aussi, je viens faire un petit interview avec toi tout simplement pour parler de montres. Bah oui, alors je mets un bouton I de ce côté ou de ce côté, je sais jamais. De ce côté, je crois, pour rediriger vers la vidéo justement dont parle Joao, vers la première vidéo, qui était ma foi fort intéressante. Et on va un peu effectivement reproduire le concept sur celle-là. Sauf que là, c'est Joao qui va venir, enfin qui est là d'ailleurs, et qui va venir nous parler de montres qu'il a choisies, de montres outils. Et il va venir nous en parler, sans plus tarder. Je lui laisse la parole. Je pense que tu as choisi des modèles, c'est ça l'idée? Oui, alors plutôt des modèles de montres. Après, ça dépend un petit peu. J'ai noté quelques petites marques et modèles. Donc, Mhm. maintenant, c'est toi l'expert. C'est toi l'expert. La dernière fois, on a bien remarqué quand tu connais vraiment très bien tout ce qui est montres d'exploration. Mais c'est vrai que comme on a eu pas mal de vues, finalement, il y a pas mal de gens qui sont venus avec des propositions d'autres montres. C'est Et vrai. par exemple, quand on a parlé de tout ce qui était montre polaire, et donc le fait que justement tu dois porter une montre pendant très longtemps et que tu sais plus des fois, enfin la montre rythme, on va dire, ta vie quand tu es dans ce genre de région, Mhm. pour savoir tout simplement si c'est la journée ou la nuit. Et ben il y a des montres pour ça exactement, donc des montres 24 heures qu'on appelle, Tout à fait. on appelle ça. Et par exemple, l'une des plus connues, c'est la Raketa 24 heures quelque chose. Et Mhm. c'est la Baïkonur, d'après si je me rappelle bien. Enfin voilà, je suis désolé pour les noms. Mais maintenant, c'est vraiment des montres qui ont été déjà en expédition et qui sont connues pour ça. D'ailleurs, elles ont un nickname, c'est genre Raketa Polar. Donc Tout à fait, ouais. voilà, c'est vraiment pour ça. Et je sais pas si tu comprends bien le concept, j'imagine que oui. Le Mhm. but est juste de savoir bah, quelle heure à quel moment on est dans la journée, parce que 12 heures, bah, ça peut être 24 heures. Tout à fait. Et voilà, donc je sais pas si toi tu as des trucs à dire là-dessus, mais c'est vrai que c'est une des montres qui est revenue le plus souvent euh, dans les Oui, tout commentaires. à fait. Bah alors c'est hyper intéressant et justement j'avais répondu à un commentaire parce que quelqu'un posait une question sous ta vidéo en demandant pourquoi ne pas partir sur des montres 24 heures, etc. Et effectivement j'avais évoqué la Raketa Polar direct aussi parce que c'est une légende de ce milieu-là et elle est encore aujourd'hui très utilisée par les scientifiques notamment qui sont basés en Antarctique puisqu'il y a des grosses bases russes en Antarctique de recherche scientifique, etc. Et il y en a encore pas mal qui sont équipés donc des Raketa Polar. Il y a une réédition qui est sortie 2017-2018, je crois, Ouais, c'est ça. chez Raketa, qui est effectivement une réédition des montres des années 60 où les soviétiques, qui étaient destinés à l'époque plus justement aux explorateurs soviétiques, effectivement, parce qu'il y a une grosse il y a un gros passif d'exploration soviétique qu'on ignore parce que nous on est plutôt bloc de l'Ouest chez nous, donc on n'a pas Mhm. trop ce pan-là de l'histoire, mais il y a quelque chose de très très intéressant chez les soviétiques. On a beaucoup parlé de la guerre à l'espace, mais il y a eu la guerre au pôle, etc. aussi. La course à l'espace, pardon. Il y a eu aussi la course au pôle. Il y a des bouquins hyper intéressants qui retracent des aventures ouf. Et ils sont très souvent équipés à cette époque-là de montres 24 heures. Et effectivement, franchement, c'est assez top. Avec OW notamment, puisque pour ceux qui suivent la chaîne, ils le savent, je suis sponsorisé moi par OW, la marque de montre. On avait pensé à ça, mais c'est très long à développer, etc. Donc ce sera pas forcément fait en temps et en heure. Mais Ok. une montre 24 heures, c'est extrêmement utile quand tu es en région polaire, parce que comme tu le dis si bien, une montre 12 heures, 8 heures du matin et 8 heures du soir, bon, t'essayes de pas trop perdre le fil, techniquement, une montre 12 heures doit suffire, mais c'est vrai que c'est un petit plus quand même. Après, il faut s'y habituer hein, à la lecture d'une montre 24 heures. Oui, j'imagine qu'il faut s'y habituer, mais est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu étais plus certain finalement de est-ce que c'était la journée, enfin, ou la nuit, Ouais, moi, quoi? ça m'est arrivé. Ou est-ce que toi, ça va? Non, ça m'est arrivé, c'était pas aussi.
aussi incroyable que l'Antarctique, par exemple, mais où c'est vraiment 12 heures de jour, enfin 24 heures de jour, 24 heures de nuit, quoi. Là, c'était un peu plus. C'était au Canada, et en hiver au Canada, il y a quand même pas beaucoup d'heures de jour. Et ça m'était Mhm. arrivé, après avoir eu une journée très compliquée, être blessé, etc., de pas savoir combien de temps j'avais dormi, etc., donc de pas savoir s'il était 6 heures du matin ou 6 heures du soir. Ça m'est déjà arrivé aussi en Islande ou en Norvège, pareil, en période soit en été, soit en hiver. Enfin, ça peut arriver effectivement, donc la montre 24 heures est une super option. Euh, et Raketa fait la montre légendaire 24 heures, clairement, parce qu'ils en font depuis très longtemps, je crois, hein, vraiment. Je crois bien, ils en font vraiment beaucoup. J'ai été un peu voir sur leur site Mhm. internet. C'est une marque qui m'intéresse quand même un Ouais, petit peu. Et après, c'est très original, honnêtement, leur oui, design. Bon, bah ça, c'est... Il faut aimer. Après, il y a tout cet aspect russe qui est quand même spécial, on oui. va dire, au niveau des montres russes, qui sont quand même assez différentes de, on va dire, les montres Mhm. occidentales. Et, mais d'ailleurs, enfin, je me suis quand même dit, si des montres comme ça russes ont été bien construites pour être des montres outils, on en connaît certaines comme la plongeuse de Amphibia, Vostok, la Vostok tout à fait. Amphibia, qui est vraiment connue, on va dire, pour être une montre outil très Mhm. originale, on va dire. Ben, c'est que finalement, ces montres-là ont vraiment une réelle, on va dire, utilité. Parce que comme tu l'as dit, par exemple, ici pour la 24 heures, ok, la plupart du temps, t'en as pas forcément besoin. Une montre de 12 heures, Mhm. bah voilà, ça va suffire. Mais dans certains cas extrêmes, ou comme tu as dit, peut-être que tu étais blessé à ce moment-là, plein de... Mhm. Enfin, il y a certaines circonstances, on va dire. Bah pour moi, ça prouve tout simplement que même si c'est vraiment, voilà, très périodique, ça arrive très rarement, bah voilà, ça a quand même été pensé pour un truc et pour, au moment où ça arrive, être là Ouais, pour tout à t'aider, fait. quoi. Et je pense vraiment que c'est ça le but d'une montre outil, quoi. Bah, entièrement d'accord. C'est le principe même de la montre outil, et les Russes l'ont très bien compris. Après, la Amphibia a un défaut, parce qu'on n'en a pas parlé dans la vidéo précédente, mais il y a un truc qui est très important aussi sur une montre d'exploration, c'est qu'elle soit fiable. En Ouais. fait, la fiabilité de la montre va... Bon, déjà, tu vas avoir besoin d'avoir un temps précis, bon, ça paraît évident, mais surtout, ça va être important pour quelque chose qu'on oublie, c'est que ta montre, en survie ou en expédition, tu peux donc t'en servir comme boussole. D'ailleurs, je vais bientôt faire une vidéo tuto pour expliquer comment ça fonctionne. Tu peux t'en servir comme boussole, sauf que le temps doit être précis quand tu t'en sers comme boussole. 1 heure, ça correspond à peu près à 15 degrés d'écart. Donc Ah oui, quand si, même. tu vois, par exemple, les Vostok, elles ont elles ont des amplitudes de plus 30, moins 30 par jour à peu près. Donc si tu pars C'est sur une vrai. expédition un peu longue, ça peut être compliqué parce que tu peux dévier de ta trajectoire de 15 degrés si tu as 1 heure d'écart, quoi. Et en sachant que c'est plus 30, moins 30 en conditions normales, donc en conditions extrêmes, je pense que ça doit être encore pire. Et donc voilà, tout ça pour dire que les Vostok, je pense que c'est très bien parce que c'est pas cher du tout. Et c'est très bien Ouais, non, c'est vraiment pas cher. pour comment dire, pour un mec par exemple qui bosse dans le bâtiment, tu vois. Là, c'est top parce que Ouais. bon, ça va prendre des coups dans la tronche. Même si à la base c'est Voilà. pour aller plonger, mais je Oui, comprends très bien oui, le oui, principe que, on va dire, nos jours, c'est plus vraiment utilisé pour ça. Bon, oui. voilà. Au cas où, si t'as envie, tu peux quand même te faire un petit Oui, plaisir et par plonger contre, oui, avec c'est ça. clair. Oui, oui. Maintenant, il y a un truc qui est très intéressant. Enfin, j'ai vraiment envie de voir ta vidéo si tu fais un tuto là-dessus Mhm. sur comment utiliser sa montre en tant que boussole, parce que moi, j'ai essayé avec mon alpiniste. Ouais. Je sais pas si tu connais la Oui, oui, Seiko Alpiniste, Seiko, elle a une tout à espèce fait. de boussole à l'intérieur que tu peux tourner toi-même. Ouais. Alors, j'ai un peu regardé des tutos, mais c'est un petit peu compliqué, donc j'ai hâte que tu fasses cette vidéo. Oui, parce que c'est pas si compliqué en fait. C'est peut-être un peu complexifié dans les vidéos parce que vraiment c'est pas compliqué du tout. C'est comme les tachymètres ou merde, les lunettes de décompression, etc. Ouais. Finalement, c'est pas si compliqué que ça à utiliser. Faut juste trouver les bons mots, quoi. Ouais. Bon, le taki, je connais aussi un petit peu. Je trouve que c'est quand même pas si évident. Alors oui, tu vas me dire, la façon dont on l'utilise, Oui, c'est facile, mais bon, il faut il faut quand faire du même, calcul mental. voilà, il faut faire un peu de calcul mental, puis il faut être dans les bonnes conditions. C'est Enfin, clair, c'est pas si évident. c'est clair. Mais voilà, mais ça prouve encore que c'est des montres outils qui ont été, qui ont une réelle utilité. Alors peut-être plus en 2020. Tu vas plus faire calculer ta vitesse avec un taki, on va dire. Mais ouais, mais bon, voilà, ça reste là, Bah, ça reste assez cool. encore une fois, ça peut être utile, tu vois. Enfin, je vois ça moi très personnellement dans mon boulot, ça peut être utile de connaître ta vitesse.
si ton GPS, par exemple, flanche, tu vois. Et un tachymètre peut te permettre de connaître ta vitesse, la vitesse à laquelle tu avances, à laquelle tu marches. Et ça peut être utile pour le coup, pour calculer plein de trucs en fonction Mhm. de ta distance, de ta destination finale, etc. Ça peut être vraiment hyper utile pour le coup. Encore aujourd'hui, mais bon, on est d'accord que les gens qui se servent de ce genre de montre pour partir en exploration, on n'est pas très nombreux, certes. C'est pas la masse. Bah après, tu viens de le dire encore une fois, hein, ça peut être utile le moment où tout va mal, par exemple, où tu n'as plus ton GPS, je sais pas quoi. Oui, oui. Euh, c'est à ce moment-là que ça devient vraiment utile. Et Mais c'est honnêtement, ce que moi, c'est ma vision de la montre, hein. ouais. C'est le dernier recours parce que c'est le truc qui sera normalement, si elle est bien, si elle est bien préparée, si elle est bien construite, ta montre, c'est le dernier truc qui te restera dans des conditions vraiment ultra extrêmes, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça revient un peu à l'histoire de la Omega qui sauve l'équipage avec les 14 secondes, on en a déjà parlé un tout petit peu. Oui, Bah, c'était le tout à dernier fait. recours aussi qu'ils avaient et ça a marché, quoi. C'était là, c'était présent au bon moment. Oui, exactement. D'ailleurs, en parlant Bah voilà, c'est le meilleur d'espace exemple. et russe juste Ah. avant, il y a une autre montre russe qui est assez connue, c'est la Poljot Strela, qui est Mhm. une montre, c'est la première montre à avoir été tout simplement dans l'espace, vraiment sortie du vaisseau ou de la capsule. Mhm. Et ça date de 1965, je crois. Mais voilà, comme quoi les Russes ont été les premiers à envoyer une montre dans l'espace et Ah vraiment, oui, c'est la montre d'Alexei c'est Leonov, si je dis pas de c'est bêtises. ça. Waouh, moi Il y a une je vidéo, voulais pas me lancer dans la prononciation du mec, du il y a prénom. une vidéo que je vais mettre, pareil, je vais mettre un bouton i. J'ai fait une vidéo sur Alexei Leonov sur la chaîne. Donc ça tombe bien que t'en parles, effectivement, parce que tout se recoupe. Mais oui, vas-y, la montre donc en elle-même, je Mais t'écoute. après, en fait, je voulais juste en parler un petit peu parce qu'effectivement, c'est peut-être pas une montre qui a été construite pour ce genre, on va dire, d'expédition dans l'espace. Maintenant, c'est étonnant que ça soit aussi un chronomètre. Et j'étais en train de me dire, est-ce que ça n'a pas un rapport avec justement pourquoi la NASA a choisi la Omega Speedmaster? Pourquoi c'est souvent des chronos qui vont dans l'espace? J'en sais rien du tout. Je me suis dit, peut-être que toi, tu as une Hmm, idée, mais voilà. je pense que c'est parce que les chronos à cette époque-là étaient aussi destinés surtout aux pilotes d'avion. Et absolument tous les astronautes, cosmonautes de cette époque étaient des anciens pilotes d'avion. Hmm, Anciens pilotes de chasse, ils ont tous c'est une vrai. formation de pilote en fait, et donc je pense qu'il y en avait certains qui avaient des montres de dotation tout simplement, parce qu'il me semble justement, et par contre là je suis pas sûr, que la montre de Leonov était une montre personnelle, que c'était pas du tout le programme soviétique qui lui avait donné ou quoi, il me semble que c'était sa montre perso, et qu'il avait dû avoir justement, qui devait dater de l'académie peut-être de pilote ou quelque chose comme ça. Et surtout, les chronos permettaient, ben voilà, on revient à l'exemple de Apollo 13 avec les 14 secondes. C'est vrai. Le chrono permettait, quand même, pour un pilote ou quoi, ou je sais pas s'il y aura des pilotes dans les commentaires ou des cosmonautes, ce serait magnifique. Ce serait énorme. Ce serait incroyable, mais qui permet effectivement d'avoir, enfin qui te rajoute quelque chose en fait en plus, un instrument en plus, parce que encore une fois un chronographe c'est plutôt compliqué comme montre. Ça te rajoute une complication utile cependant. Donc du coup je pense que c'était pour ça, hein, tout simplement parce que c'était les montres des pilotes et qu'ils étaient tous pilotes, et que à mon avis il y avait un intérêt pur et dur à avoir un chrono sur toi, quoi. Ok, ouais, bonne réflexion, je pense que tu as raison là-dessus. Parce que, ouais, je me posais la question, tout simplement, mais voilà. Euh, Sinon, alors, je t'avoue que dans les montres que j'ai choisies, Mhm, encore une fois, j'ai pas forcément une histoire pour toutes ces montres. Maintenant, il y en a certaines qui, je sais, ont été vraiment créées pour, voilà, l'exploration, en tout cas les mhm. expéditions. Par exemple, il y en a une qui m'est venue très vite en tête, c'est la Breitling Emergency. Je sais pas si tu vois c'est laquelle. Je vois tout à fait. Alors, et c'est une grosse montre-outil avec un émetteur, on va dire, pour localiser la position, si j'ai bien compris, qui envoie un signal au cas où tu es en danger. Donc, en fait, tu as une grosse couronne que tu peux dévisser. Et bon, alors, il ne faut pas la dévisser n'importe quand, parce que Non. Mhm, voilà, je crois que si tu le mhm. fais et que tu n'es pas en danger, tu risques d'avoir une grosse amende. Tu Mais prends une donc amende, oui. le but, c'est vraiment de prendre une grosse montre-outil comme ça et partir en exploration. Et si jamais il t'arrive une merde, ben, tu enlèves cette grosse couronne, tu tires dessus et t'envoies un signal de détresse pour qu'on vienne te chercher. Et est-ce que ce genre de montre,
toi qui connais un petit peu, sont vraiment utilisées pour ça. Alors, je pense que c'est très intéressant comme concept. Moi, la première fois que j'avais vu ça, je me suis dit, putain, c'est une bonne idée, honnêtement. Mhm. Maintenant, est-ce que ces montres-là sont utilisées pour ça? Je ne pense pas. Pour une simple et bonne raison, c'est parce qu'elles sont beaucoup trop chères. Je n'ai plus le prix exact en tête, mais c'est ahurissant. Je sais pas si c'est pas 17 000 euros ou quelque chose comme ça. Ah, je sais pas. En Euh, fait, je pensais pas que c'était aussi cher, mais c'est hors de prix. La je sais Breitling pas du tout. Emergency est très très chère, vraiment. Euh, Après, c'est particulier parce que Ok. les balises de détresse, ça peut coûter de l'argent, ne serait-ce que l'abonnement Iridium pour les balises de détresse. Enfin, c'est très Ah, il y cher, a des trucs pour ça. Ok, tout ouais, à fait. tu vois, je connais pas du tout. Et moi, par exemple, j'ai un GPS qui s'appelle le InReach Plus de chez Garmin, t'as un bouton sur le côté qui est un bouton caché par du plastique, un bouton SOS si tu l'enfonces pendant plus de 5 secondes, ça envoie un signal de détresse à la base la plus proche, tu vois. Et c'est très Ouais, utile notamment en Antarctique ou au Canada, ouais, ça j'y avais m'était pas utile et pensé. tout. Je me suis dit, effectivement, je m'étais jamais dit que d'autres produits avaient ce Oui, genre non, de ça existe. feature, mais évidemment, évidemment, oui. On a des balises de détresse. Quand tu pars en expédition, tu peux faire en sorte que si ton, ton interlocuteur privilégié a pas de nouvelles de toi tous les jours à la même heure, au bout de 4 heures sans nouvelles, il envoie les secours. Enfin, il y a pas mal de techniques qu'on utilise. Il y a des téléphones satellites, etc. Donc la Breitling Emergency, je pense effectivement que l'idée est très bonne. Je pense que ça pourrait être utile. On pourrait s'en servir en conditions réelles. Problème étant, enfin pour moi, le prix vraiment qui du coup te plombe un budget d'expédition. Et si t'es pas sponsorisé par Breitling, bon bah, clairement, tant pis quoi. Tu peux pas t'offrir. Enfin tu peux pas. J'avoue. J'afficherai le prix hein, évidemment, mais tu peux pas ajouter en plus 17 000 euros dans un budget comme ça en claquant des doigts si tu veux, surtout pour une montre. C'est quand même très compliqué. Et là, après, c'est génial parce que c'est Ouais. très bien d'avoir ça vraiment sur le poignet parce que du coup, t'as pas besoin d'attraper ton GPS qui est accroché par là. Si tu tombes, que t'arraches un truc et tout, t'as plus que ta montre au poignet. Non, mais c'est une très bonne idée. Je pense que c'est plutôt destiné à la base aux pilotes, par exemple, tu vois, aux pilotes des Mhm. forces armées. S'ils se retrouvent en territoire ennemi après un crash et qu'ils ont plus rien qui fonctionne, la radio, etc. Bon, bah ils tirent Encore là-dessus, une ça fois, ça lance coûte cher, un mais truc. Mais du coup, ça coûte voilà. cher. Donc le problème, c'est que qu'est-ce que t'en fais? Enfin, qui peut se permettre en fait, dans quelles conditions tu peux te permettre Eh d'acheter un ben, truc je comme sais ça? pas, mais j'ai un peu lu là-dessus, et à ce qu'il paraît, ils en ont vendu plus de 40 000, donc il y a quand même des gens qui l'ont acheté. 40 000. Et ben, alors, ça, c'est Wow. les chiffres que j'ai pu trouver. Et d'après Breitling, il y a pas mal de gens qui ont été sauvés grâce à ça. D'accord. Après, il n'y a aucun chiffre, tu vois, c'est le genre de truc. Ou alors, je les ai pas, Ah, parce que niveau moi marketing, c'est personnellement, très mais fort parce que en fait, quelqu'un qui est extrêmement riche et qui aime beaucoup les montres, c'est le genre de montre qui va acheter, un gros collectionneur de montres, il va acheter ça parce que c'est une montre qui est simplement unique au monde. je crois qu'il y a un Voilà. épisode de Top Gear où ils en utilisent une, si je Ah, me rappelle de bien. Top Gear France ou Top Je Gear pense, Angleterre? non, britannique, ou Ok. alors c'était peut-être la nouvelle émission Grand Tour, je Ah sais plus oui, oui. exactement, mais bon voilà, ils laissent, je crois, l'un des leurs tout simplement se perdre et ils tirent dessus et le but c'est qu'ils aillent le retrouver lui. Et en fait, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais moi, je suis incapable d'avoir ce truc à la maison ou tout simplement au poignet parce que t'as trop peur en fait de déviser ce truc-là d'un jour d'être bourré et tu sais, Ouais, c'est clair. tu fais le con quoi. Je crois que l'amende, ça monte à plus de 10 000 balles. Hein, donc, Ouais, c'est si ça. jamais Bah, il y a un j'ai dit souci. 17 000, mais c'est peut-être une version en or ou je sais pas quoi, mais même plus de 10 000, tu vois déjà. Non, non, l'amende, Ah, l'amende. Donc, l'amende, si pardon. jamais tu fais le con et que tu Pardon, tires. j'ai compris Ouais, l'amende. si jamais tu fais le. Voilà, c'est ça. Après, la montre, le prix, je sais pas. Mais ouais, ça doit être quand même assez Ouais, je cher. vérifierai ça et j'afficherai le prix. Mais bel exemple. Bah, bon choix. Bah écoute, celle-ci, elle m'est venue quand même assez facilement. Et pourtant, dans les commentaires, les gens l'ont pas mentionné. Je suis étonné. Mais voilà. Tout à fait. Sinon, l'un des trucs qui est revenu aussi beaucoup dans les commentaires, c'est quand on a parlé de Omega, de la Speedmaster. Oui. Tout de suite, on m'a fait non, mais si, la Speedmaster, elle a déjà été dans des explorations comme ça en Mhm, Antarctique, mhm. tout ce qui est polar. Et c'est vrai, j'ai été regarder. Oh oui, c'est vrai, Il y tout a à une, fait. il y a une Speedmaster très particulière. Je sais pas si tu vois de celle que je parle. C'est une Speedmaster toute blanche, mais avec un énorme boîtier rouge qui vient Oui, se mettre par-dessus. c'est l'Alaska. Alors je crois que c'est ça, Omega Alaska Project, je Mhm, crois que c'est tout à ça le fait. nom. Et là, j'ai halluciné en fait, tout simplement en regardant cette montre. Alors je la connaissais un peu de vue, mais je m'étais jamais intéressé à ça. Ce qui m'étonne, c'est
j'ai l'impression qu'ils ont réglé un problème, donc le problème du froid, mais de façon brute, tu vois. Ils se sont dit, bon, on va lui mettre des couches, tu vois. C'est clair. Ils se sont pas emmerdés, hein. Ça a été efficace. J'ai déjà remarqué que Omega, par le passé, ils ont déjà fait des trucs comme ça avec l'Apple-Prof, par exemple, où ils ont fait un boîtier énorme pour qu'il n'y ait pas de soucis, sans réfléchir forcément. Est-ce qu'il n'y avait pas une manière alternative pour gérer le problème? C'est clair. Mais voilà, donc il y a eu celle-ci, effectivement, qui est plutôt connue. Alors, j'ai l'impression que c'est très rare comme montre. Il y a la réédition qui est ressortie. Et donc, elle est connue plus pour la réédition, je pense, parce que voilà, c'est méga original. Je pense pas que tout le monde s'achète une montre comme ça. D'autant plus qu'elle avait été refusée par la NASA à l'époque, en plus. Ah, ça, l'originale avait été refusée par la NASA, je sais plus exactement pourquoi, mais elle avait été refusée, donc du coup c'était beaucoup de recherche et développement pour pas grand-chose. Je crois que j'ai lu un truc comme ça, effectivement, c'est vrai. Ouais. Mais bon, voilà. Après, c'est chouette, hein. Je trouve franchement que Omega essaye des trucs, quoi. Il tente. Oui, c'est clair. Moi, ça m'a fait halluciner, en tout cas, tu vois. C'est clair. Cette montre, elle m'a fait halluciner. Je sais pas si c'est très utile, mais voilà, je sais qu'il y a toute une histoire avec ça. Elle est quand même capable de supporter des températures jusqu'à moins 148 degrés, de ce que je me souviens, jusqu'à plus 260. Donc, ça fait une sacrée amplitude. Donc... Oui, quand même. Voilà, donc en vrai, ils y sont allés de façon brute, mais ils y sont arrivés, quoi. Après, bon... Ah oui, c'est efficace, ça marche, ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Y a rien à dire. Donc il y a celle-ci, et alors il y en a d'autres. Alors là, il faut que je regarde dans mes notes, parce que il y a eu d'autres Omega Speedmaster professionnels beaucoup plus classiques qui ont été dans des expéditions, par exemple en Reinhold Messner, je ne sais pas si ça te parle. Oui, tout à fait, en Antarctique, voilà, je crois. Ça. Il a emmené une Speedmaster. Il y en a d'autres, Ralph Playstade. Et donc, effectivement, la Speedmaster, voilà, ça reste une montre iconique, montre spatiale, mais ça a l'air d'être quand même une montre très solide. Et donc, pour tous les fans de Omega, désolé d'avoir dit la dernière fois, en tout cas, qu'elle allait peut-être pas tenir en Antarctique. Alors moi, je maintiens que parce que j'ai vu des commentaires, effectivement, qui parlaient de ça sous ta vidéo, et je maintiens ce que j'y ai répondu. Je suis à peu près convaincu, mais j'arrive pas à trouver d'infos là-dessus, que ce ne sont pas des Omega Speedmaster que tu peux aller acheter chez le joaillier du coin. Je suis convaincu qu'elles sont préparées. Des montres de série comme ça, qui peuvent rester aussi précises dans des conditions pareilles, etc., je trouve ça extrêmement étonnant. Vraiment. Parce que les montres qui ont été mises en dotation à la NASA, par exemple, ne sont absolument pas des montres que tu peux acheter dans le commerce. C'était des montres qui étaient à destination de la NASA par Omega et qui étaient préparées pour aller dans l'espace. Je crois que la première Omega à avoir été dans l'espace, je crois que c'était vraiment une Omega qu'ils avaient achetée dans le bijoutier du coin, je crois. Après, je me trompe peut-être, mais ouais, il semblerait que ce soit ça. Mais après, effectivement, après ça, Omega s'y est mis et ils ont sûrement fourni des montres très préparées. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, parce qu'après, il y a des trucs, il y a les Bulova qui ont été dans l'espace, etc., qui étaient des montres hyper accessibles au niveau du prix. Enfin, il y a plein d'exemples de montres qui ont résisté à des conditions pas possibles. Mais encore une fois, c'est pas forcément la norme dans ces montres-là. C'est-à-dire que soit elles étaient préparées, soit t'es tombé sur une montre qui était juste parfaite. Ça peut arriver aussi. Enfin, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, mais... à 95% du temps, la montre qu'on achètera chez le joaillier du coin, ou la montre de grande série, on va dire, ne sera pas viable dans des conditions extrêmes. Ça, par contre, faut être clair là-dessus. Alors, sinon, pour pas rester seulement sur du Omega, j'ai plus qu'une seule vraie montre qui m'intéresse de parler, mais après, il y en avait d'autres que tu avais mentionnées dans la vidéo précédente. Mais tu avais des anecdotes, je crois, sur une Oyster Quartz. Oui, je ne sais pas si tu t'en souviens. Et tu n'en as pas parlé, je crois. Non, je ne crois pas non plus. Je ne pense pas avoir développé. Et tu te souviens encore de ce que tu voulais dire, en fait, je voulais parler justement de la relation entre la Rolex Explorer et qui donc est la Rolex qui glorifie, qui marque dans le marbre le fait que Rolex ait été la première montre au sommet du monde, au sommet du mont Everest, avec l'expédition de Hillary et Norgay, avec toute cette histoire maintenant qu'on connaît entre Smith et Rolex, et dont on a parlé sur ta chaîne. Et en fait, en 83, si je dis pas de bêtises, Rolex retourne au sommet du monde. Alors entre-temps, il y avait certainement des alpinistes qui étaient équipés de Rolex au poignet. Mais cette fois-ci, ce qui est original, c'est que c'est un nouvel exploit parce que c'est la première ascension de l'Everest sans oxygène. Ça, c'est quand même plutôt important de le noter.
Et en plus, c'est une montre à quartz. Et je sais que les fans absolus de Rolex et même les vrais amateurs de montres savent que Rolex a fait des montres à quartz. Mais le grand public s'imagine pas ça, en fait, vraiment. Ouais, non, c'est vrai. Et alors, enfin, j'ai un peu Mhm. regardé, je pense que c'était pas 83, je pense, enfin, moi, Ah dans mes mince. notes là que j'ai ici, c'était 78 en anglais, enfin en belge, en belge Ah ok, d'accord, je 78, croyais que c'était les années excuse-moi, 80, donc autant pour moi. 78, donc c'est un peu plus tôt Ok, encore. autant pour moi. C'est encore plus tôt, mais ce qui est étonnant, c'est que celle-ci, par contre, c'est vraiment officiel, alors que Oui, oui, l'Explorer, finalement, enfin le il y Oyster a encore un Quartz, débat, ouais. il y a encore un débat, tu vois, donc c'est étonnant qu'on ait retenu vraiment le Oyster Quartz à ce niveau-là, Mhm. et pas plus celle-ci, alors que franchement, euh, le Oyster Quartz, elle est vraiment dingue. Ah oui, oui, bah, c'est du quartz et pourtant c'est une montre, enfin c'est une montre, elle est parfaite justement. Elle est très critiquée, à l'époque en tout cas, elle Oui, était très critiquée parce qu'elle ressemblait beaucoup à euh, donc à la Patek Philippe oui, Nautilus, je la crois, Nautilus, ou c'est alors ça. c'était la Royal Je Oak, je crois que c'est sais la plus, c'est Nautilus. une des deux. Ouais, Mais finalement, maintenant, c'est devenu enfin, un objet de collection, ah quoi. oui, oui, Le ah, ça Oyster c'est clair, Quartz, oui, c'est oui. tellement rare d'avoir, bah, je crois que c'est Et puis c'est le meilleur mouvement en l'unique quartz, c'est modèle. considéré comme le meilleur mouvement en quartz de tous les temps. Ah, ça, par contre, moi Voilà. qui suis un grand fan de Grand Ah oui, Seiko, je sais, mais c'est considéré, attention. j'ai lu partout, moi je suis pas assez connaisseur en quartz, j'y connais que dalle, et j'ai lu Mhm. partout que c'était considéré comme le mouvement ultime en termes de quartz. Ouais. Parce qu'encore une fois, c'est une montre qui non seulement est une montre à quartz de chez Rolex, donc obligatoirement, de toute façon, c'est une bonne montre à quartz, on va pas se mentir. Mhm. Mais en plus, elle a prouvé quand même en arrivant au sommet de l'Everest, et ça, c'est pas rien quand même. Ah oui, non, Pour une alors montre, au c'est pas rien. niveau, elle est solide sûrement ou quoi. Tout à fait. Après, c'est toujours l'une des forces de Rolex, hein. J'ai pas envie trop de rester trop dans ce sujet Rolex là pour l'instant, mais Mhm. ça reste la grosse force de Rolex. C'est une marque qui est capable de vendre des millions de montres tous les ans et elles sont toujours nickel. C'est-à-dire, Ouais, il n'y a ouais. jamais de problème au niveau des mouvements et c'est vraiment une grosse force. Bah, tout simplement. Alors, ils sont peut-être pas, c'est peut-être pas des mouvements incroyablement décorés, c'est Mhm. pas de la grande horlogerie, je dirais, mais waouh, c'est un sacré exploit. Et donc, ça Ah oui, m'étonne oui, y a pas rien à que dire. l'Oyster Quartz, bah voilà, qui subit le même traitement, un très bon mouvement, Oui, résistant, qui va tenir au fur et à mesure des années, quoi. exactement. Après, est-ce que c'est le plus précis? Ça, je pense pas vraiment. Et même, il y a d'autres marques qui ont fait des trucs assez cool avec ça, Ah oui, genre non, même c'était pas Tag Heuer forcément. et Je ça. pense que c'était pas forcément de la précision dont il parlait sur tout ce Ouais. que j'avais lu. Je pense que c'était peut-être d'un point de vue général, tu vois, sur justement, comme tu disais, la robustesse, tout mis côte à côte, la robustesse, la précision, etc., qui créait un mouvement assez unique et assez particulier dans le monde du quartz, quoi. Et donc pour finir, je dirais qu'il y a une dernière montre qui m'a vraiment plu et Mhm. c'est une marque que j'adore qui est revenue un peu à la mode dernièrement. C'est la marque Doxa avec la Doxa 300T en fait qui est Bah, très connue parce qu'elle a été portée par l'équipage de Jacques Cousteau, tout à le fait. Calypso si je me rappelle bien. Euh, Oui, oui, c'est ça. Tout à et en fait. fait, ce qui est génial avec cette marque finalement, c'est vraiment une marque qui a pensé leur montre vraiment pour la plongée, c'est Mhm. ils ont été en compétition quand même avec les plus grands, avec Rolex Submariner, Omega Prof, Seamaster. Ouais. Seamaster aussi. Et alors, il y avait aussi la Blancpain 50 Phantom. À l'époque, Qui est magnifique d'ailleurs. ouais, elles sont dingues, ces montres. Ouais, c'est Après, clair. j'ai vu les versions modernes, elles sont vraiment grosses. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais font soit. Euh, Oui, oui, voilà, d'ailleurs, c'est la première montre de plongée, on va dire moderne, hein, même si c'est pas la Rolex Submariner. oui, Bon, voilà, on sait qui a gagné la guerre au final. oui. Et bon, Oui, finalement, à la fin, on sait. c'est ceux qui gagnent la guerre finalement qui écrivent l'histoire, hein. De toute façon, c'est toujours Rolex qui gagne à la fin. C'est Sur ça, ce c'est genre ça. de truc, ça revient sur l'Everest, etc. C'est toujours Voilà. Rolex qui gagne. Mais par contre, Toujours. voilà, c'est vrai qu'on retient que c'est Rolex qui gagne ou alors Rolex qui est trop connu, mais finalement, vers la fin, on va dire, enfin, vers la fin, c'est pas vraiment vers la fin, mais l'équipage Jacques Cousteau a été vu très 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 souvent avec finalement des Doxa Sub 300T. Et ils Tout étaient à fait. vraiment fans de ces montres-là. Et ça, c'est encore une fois super parce que c'est vraiment des montres, encore une fois, très outils. Et quand on Mhm. les voit, même maintenant, on se dit, ah oui, c'est pas des montres pour faire joli, quoi. Alors elles sont très sympas, moi j'adore, Ah moi je oui, non, trouve ça non. qu'elles sont merveilleuses, mais Ouais, moi aussi, je les trouve magnifiques. Mais voilà. effectivement, c'est pas fait pour C'est être pas fait joli, pour être effectivement. joli, nous on trouve ça magnifique parce qu'on voit le côté utile, tu vois, et Mhm. c'est. Enfin, voilà, moi c'est un certain charme. En tout cas, pour moi, c'est un certain charme, et un jour Oui, j'aimerais oui, bien en avoir une, entièrement hein, d'accord. donc ça commence vraiment à me travailler. Alors, la marque Mhm. est revenue, on va dire, ces dernières années. C'est plus vraiment la même chose Tout qu'avant, à fait. mais ils refont quand même des modèles exactement comme à l'époque. Bah là, il commence à. Ouais.
C'est ça, là il commence à justement avec la Sub 300T, etc., il commence à s'y remettre un peu, à essayer de retrouver cette vibe. De toute façon, c'est la mode Enfin, c'est la mode, c'est même pas la mode, mais il y a un vrai intérêt pour les divers vintage. Du coup, Doxa arrive au bon moment, au bon endroit, Si je clairement. porte une diver Parce que, comme tu l'as vintage, plus si ou bien moins, dit. c'est ma Tudor Black Bay 58. Alors, c'est pas du tout vintage, mais c'est inspiré de vintage. Non, mais il y a un effet, il y a un très effet extrêmement vintage. effectivement. D'ailleurs, c'est très beau aussi. Ouais. Tudor Black B58, c'est J'adore. aussi très très beau. Mais voilà, enfin, la doxa, c'est, tu vois, par exemple, la doxa, le cadran est orange Ouais. parce que c'est la couleur la plus lisible sous l'eau. Voilà, je vais te le dire ça, mais Voilà. en fait, je me disais que tu étais au courant. Par contre, Mhm. je voulais savoir si toi, tu étais au courant de savoir si c'est vrai ou pas. Parce que, en vrai, Mhm. j'ai lu ça plein de fois, mais est-ce que c'est vraiment la couleur qui se voit le plus sous l'eau? J'ai jamais essayé, je t'avoue, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Après, ça me paraît extrêmement logique pour le coup, que ce soit le orange. Ben, j'y ai réfléchi et je trouve pas ça si Ah ouais? logique que ça, en fait. Parce que finalement, ce que tu vois dans l'eau quand on est dans le noir, c'est les Oui. index qui brillent, quoi. Et est-ce que c'est pas plus facile de voir ça si le cadran est Après, noir? faut Tu faut vois? être vraiment Donc, profond pour que t'en arrives à voir que les index. Que le Super ah oui, Luminova, ok, faut ouais, commencer ok. à être vraiment profond pour le coup. Pour tous les gens qui vont utiliser leur montre, et même Cousteau à l'époque, hein, ils pouvaient encore lire à 90% du temps sans avoir besoin des index à proprement parler luminescents, tu vois. Bah, T'as tu quand vois, même, tu la m'apprends lumière un elle truc. pénètre quand même vachement Ok. profond, honnêtement. J'ai plus exactement les chiffres, mais ça pénètre vraiment profond dans l'eau, la lumière. Donc il n'y a pas de... Le Super Luminova c'est utile, mais vraiment pour les plongeurs hardcore, quoi. Ok, et donc en fait, Euh, c'est possible alors que l'orange soit cette Moi, ça m'étonne couleur. pas personnellement. Ça me paraît plutôt évident qu'à des profondeurs raisonnables, le orange soit vraiment visible, plus que les C'est vrai. autres. Après, effectivement, encore une fois, je pense que d'un point de vue outil, ça fonctionne. En plus, c'est un bon coup marketing parce que du coup, tu as quelque chose avec, quand même avec le orange Mm. Doxa, tu vois. C'est reconnaissable du coup, même si Ouais. d'autres montres utilisent le orange, hein, y a pas de, y a chez Seiko notamment, etc. Mais si t'as ça fait un petit truc en plus, tu vois. Il y a quand même quelque chose chez la Doxa qui fait que bah, c'est une très belle Ouais, il y a montre clairement quelque et chose. qui en plus est quand même relativement clivante parce que bon, tout le monde n'est pas obligé d'aimer. Moi, je sais qu'au début, tu vois, quand j'ai commencé à m'intéresser aux montres et que je suis tombé sur Doxa, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et puis, Eh plus ben ça allait, ben voilà. moi aussi. Et maintenant, je suis comme toi, j'adore Mais ça. j'ai le même coup avec l'Omega Pop Oui, Prof, pareil. hein. Vraiment, on en avait déjà Mhm. parlé, mais vraiment, je la trouvais trop hideuse au début, et C'est maintenant, je ça, l'adore. Enfin, je trouve que c'est exactement. trop bien, et elle est incroyable. Enfin, voilà. Et donc, voilà, c'était encore un exemple de montre-outil, et honnêtement, bah, c'est ça. Vraiment, je voulais parler de plein de petites montres qui ont été utilisées Mhm. pour des métiers, on va dire, assez extraordinaires, comme plongeur, astronaute, Mhm. Tout à fait. explorateur en Antarctique. Et je pense qu'on a fait un petit tour là, et je sais pas si tu as d'autres idées de montres comme ça là pour l'instant. J'en aurais trop, je t'avoue. Faudrait faire des Parce parties que là, 3, tu des m'as envoyé parties une liste, 4. attends, il y a quand même des trucs. Ouais, il y a quand même une ou deux sur ta liste que tu m'avais envoyé qui ont l'air super Ouais. sympas. Genre la Panera Illuminor Ouais, Arctos, Arctos celle-là, elle a de été Mike faite Horn. spécialement pour Mike Horn, pour son truc Arcos. D'ailleurs, je mets encore un bouton i vers la vidéo que j'ai faite sur la vie de Mike Horn pour mieux comprendre ce qu'était l'expédition Arcos. Et effectivement, c'était une montre faite par Panerai pour cette expédition-là spécifiquement, et ils en ont fait une édition limitée après, effectivement. Et t'en parles dans ta vidéo, ça? J'en parle pas dans ma vidéo, mais je crois qu'on la voit dans ma vidéo, la montre, parce que Ok. c'était vraiment le compagnon absolu de Mike. Il s'en servait comme boussole, etc. Enfin, Écoute, j'irai voir la c'était vidéo quelque alors. chose, ouais. C'était quelque chose quand même. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Enfin, vous êtes sur la chaîne de Dylan, mais n'hésitez pas à voir les autres vidéos. Tout à fait. N'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. En tout cas, voilà, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de passer sur ta chaîne Ben, YouTube merci et beaucoup de d'être discuter venu. encore une fois de montres. Ah oui, il Et faudrait bah faire ouais, des mais rien. parties. Il y en a tellement des montres exceptionnelles dans l'histoire qui Ah ont oui, il y en a servi. plein. Et c'est ça le truc, c'est que j'avais une liste pas possible et finalement, je me suis dit, bon, je vais quand même un peu Ouais. réduire à ce qui est Il faudrait faire des pour pas parties non 3, des plus. parties 4, des parties 5. Enfin, Ouais, on ouais. pourrait en avoir pour l'année, quoi. Mais merci beaucoup, Joao, d'être venu. C'était trop Bah, cool. écoute, ça m'a fait plaisir aussi. Ravi à chaque fois voilà, de recevoir des gens passionnés et hyper intéressants sur cette chaîne. Ben, merci beaucoup et puis peut-être à la prochaine du coup. Bah, peut-être à la prochaine, effectivement. Et encore merci à toi. C'est vraiment passionnant de discuter avec toi parce que tu as vécu, on va dire, des choses que tout le monde ne vit pas. Et en plus, tu es passionné par la même passion que moi. Donc,
C'est vraiment super. C'est vrai qu'on se retrouve là-dessus. Le lien de la chaîne de Joao est dans la description et je mets un bouton i même pour la peine. Voilà. Ciao tout le monde, ciao Joao. Salut, salut.